is our bigger enemy, Jay Powell or President Xi? Alors, la question c'est qui est notre plus grand ennemi, Jay Powell ou le président Xi? La question a été posée comme ça, très crûment, sur les réseaux sociaux le 23 août 2019. Par le président des États-Unis lui-même. Exactement. Et on parle bien de mettre sur un pied d'égalité le patron de la Réserve fédérale américaine, la Fed, et le dirigeant du principal rival géopolitique de l'Amérique. C'est une déclaration qui, à l'époque, a eu l'effet d'une bombe. Ah oui. Et aujourd'hui, on va voir à travers les documents qu'on a pu consulter que ce n'était pas juste une provocation en l'air. Non, pas du tout. C'était vraiment le début d'une guerre ouverte. Une guerre qui a failli, d'après nos sources, faire basculer l'une des institutions les plus puissantes du monde. Et avec elle, toute une partie de l'ordre économique mondial. C'est exactement ça. Et il faut bien le préciser tout de suite, ce qu'on va analyser là, ce n'est pas une énième querelle politique de Washington. Ça va beaucoup plus loin. On touche à quelque chose de plus fondamental. Oui, on touche à la confiance du monde entier dans le système financier américain. Les textes décrivent une lutte acharnée, c'est presque une prise d'otage, pour le contrôle de la politique monétaire. D'un côté, on a donc un président qui veut faire baisser les taux d'intérêt. Et massivement, pour des raisons politiques immédiates. Et de l'autre, une institution qui défend bec et ongle son indépendance. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse. Que se passe-t-il quand le pilier qui soutient le dollar, c'est-à-dire l'indépendance de la Fed, commence à se fissurer? D'accord. Mais pour qu'on comprenne bien l'enjeu, d'où vient cette obsession pour les taux d'intérêt? Qu'est-ce que Trump cherchait à obtenir, concrètement? C'était une demande simple et martelée sans cesse, une baisse rapide et massive des taux directeurs. Rapide et massive? Voilà. L'objectif était clair, inonder l'économie d'argent pas cher, pour booster la croissance, faire grimper la bourse. Et donc, pouvoir afficher un bilan économique spectaculaire. Exactement. C'est une vision de l'économie très très court-termiste, entièrement tournée vers l'effet politique immédiat. Et en face, on a donc Jérôme Powell, le président de la Fed, qui refuse de jouer le jeu. Il refuse totalement. Sa position, telle qu'elle est retranscrite, c'est l'orthodoxie la plus totale d'un banquier central. C'est-à-dire que ses décisions doivent se baser sur des bases scientifiques solides et des données précises. Et surtout pas, je cite les sources, sur les caprices du président. D'accord. Il se voit comme le garant de la stabilité à long terme et pour ça, il doit être isolé des pressions du cycle électoral. C'est le principe même, le fondement de l'indépendance d'une banque centrale. Ce qui est fou quand on lit ça, c'est la violence des attaques qu'il a subies. Pendant des années, il a été la cible quasi quotidienne du président. C'est sans précédent. Absolument. Et pourtant, les documents montrent qu'il a très longtemps gardé un calme olympien. Il n'a jamais répondu directement. C'était une sorte de stratégie du silence. C'était une stratégie pour ne pas politiser davantage son institution. Mais il faut bien comprendre pourquoi elle s'accroche autant à cette indépendance. Ce n'est pas un dogme d'économiste. Non, c'est plus ça. C'est la clé de voûte de tout le système. Le texte est très très clair là-dessus. Il qualifie cette indépendance de pilier fondamental de la confiance mondiale dans le dollar américain. Ah oui, quand même. C'est ce qui dit aux investisseurs du monde entier « Votre argent est en sécurité ici ». Pourquoi ? Parce que les règles ne sont pas dictées par l'humeur d'un homme politique, mais par des données objectives. C'est un peu l'idée que l'arbitre du match économique mondial est impartial. On peut ne pas aimer ses décisions, mais on lui fait confiance. Voilà, on sait qu'il ne joue pour aucune des deux équipes. C'est une très bonne image. Et cette impartialité, c'est justement, d'après les textes, un des plus grands atouts de l'Amérique, face à la Chine. Ah, d'accord. En Chine, personne n'est dupe. La Banque centrale est un outil au service du Parti communiste. Ses décisions servent des objectifs politiques. Point. L'indépendance de la Fed, c'est ça qui fait la différence fondamentale entre le dollar et l'yuan. Et toucher à ça, c'est brouiller cette ligne qui est absolument cruciale. Et cette ligne, justement, Powell a visiblement senti qu'elle était sur le point d'être effacée pour de bon. C'est ce qui l'a poussé à faire quelque chose de totalement inédit, n'est-ce pas? Cette fameuse vidéo du 11 janvier 2026. Un geste spectaculaire. Et désespéré, en fait. Il faut imaginer un président de la Fed dont le travail repose sur une communication millimétrée, technique, presque ennuyeuse, qui s'adresse directement à la nation, dans une vidéo de moins de 2 minutes. Rien que le format, c'est un message en soi. C'est une alarme incendie. Et le contenu est poif, explosif. Je lis un extrait de sa déclaration, telle qu'elle est retranscrite, c'est assez dingue. Allez-y. Il dit « Bonsoir. Vendredi dernier, le département de la justice a transmis à la Réserve fédérale des assignations envoyées par un grand jury
menaçant d'engager des poursuites pénales. Des poursuites pénales. Oui, je relis la phrase parce que c'est énorme. Des poursuites pénales. On parle bien du ministère de la Justice qui menace le patron de la Fed. C'est une déclaration de guerre institutionnelle. C'est du jamais vu. On franchit une ligne qui sépare la pression politique, même très agressive, de ce qu'il faut bien appeler une tentative d'intimidation. Par la voie judiciaire. Exactement. C'est utiliser l'appareil d'État répressif pour faire plier l'institution monétaire. C'est une ligne rouge absolue dans n'importe quelle démocratie. Et Powell ne laisse planer aucun doute sur les raisons. Il balaie les prétextes officiels, un témoignage au Sénat, la rénovation d'un bâtiment. Des prétextes, oui. Et il donne ce qu'il présente comme la seule et unique raison. Je cite encore, « La véritable raison de ces menaces était le refus de la Fed de fixer les taux d'intérêt selon les préférences du président. » C'est d'une clarté brutale. C'est une accusation publique de chantage en direct. Il met tout sur la place publique. Il prend le monde à témoin en disant « Voilà ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. On essaye de me forcer la main en menaçant de me mettre en prison. » C'est une rupture totale des codes. Sa conclusion est tout aussi forte. Il rappelle avoir servi sous des présidents des deux partis et jure de continuer à résister aux pressions pour le bien du peuple américain. On imagine la déflagration. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés à ce moment-là ? C'est un des mots qui revient le plus dans les analyses. Panique. Une véritable vague de panique. D'accord. Concrètement, les investisseurs se mettent à vendre, massivement, leurs actifs américains. Actions, obligations, tout y passe. Et ils se ruent vers les valeurs refuges classiques. L'or, j'imagine ? L'or, notamment, c'est un réflexe de peur. Mais ce qui est très important de noter ici, c'est que la peur n'est pas causée par une mauvaise nouvelle économique. Elle est causée par l'effondrement de la confiance dans les institutions américaines elles-mêmes. C'est le sol qui se met à trembler, en fait. Le message envoyé au monde entier, c'est que le fameux arbitre impartial... Et peut-être sur le point de se faire expulser du terrain ? Oui, par le président d'un des clubs. Et plus personne ne sait qui va siffler la fin du match. Exactement, et c'est là qu'on arrive à un paradoxe qui est incroyable. Dans sa croisade pour, de son point de vue, renforcer l'Amérique, l'administration Trump a peut-être fait le plus beau des cadeaux à son principal adversaire. La Chine. La Chine. C'est ça qui est fascinant. Comment est-ce qu'une crise aussi interne, aussi américaine, peut se transformer en avantage stratégique pour Pékin ? Parce que les États-Unis ont toujours vendu au monde un modèle basé sur la force de leurs institutions. Une justice indépendante, une presse libre. Et une banque centrale autonome. C'était leur marque de fabrique. L'argument était simple. Notre système est stable, il est prévisible, il est fondé sur des règles. Il n'est pas soumis à l'arbitraire du politique. C'est un argument de vente très puissant quand on veut attirer les capitaux du monde entier. Extrêmement puissant. Or, en attaquant la Fed de cette manière, en utilisant le ministère de la Justice contre elle, l'administration américaine est en train de saboter elle-même cet argument. Elle se tire une balle dans le pied. Complètement. Une des phrases des textes est terrible. Elle dit que cela rend le système américain de plus en plus comparable à son rival chinois. L'ironie est terrible. C'est ça. En voulant imposer sa volonté, le pouvoir politique américain gomme ce qui faisait sa force et sa différence. En voulant montrer sa force, il révèle une faiblesse et se rapproche du modèle qu'il dénonce. D'accord, je vois. C'est tout le problème. La confiance mondiale dans le dollar, elle n'est pas gravée dans le marbre. Elle repose sur cette perception d'un système fiable. Si les investisseurs commencent à penser que la politique monétaire américaine peut être décidée sur un coup de tête ou pour un gain électoral, tout l'édifice commence à vaciller. La source est claire là-dessus. En sciant la branche de l'indépendance de la Fed, on affaiblit profondément et durablement la position de l'Amérique dans le monde. Du coup, on comprend que ce n'est plus seulement une affaire d'économie ou de politique intérieure. Les sources suggèrent que ça touche à quelque chose de bien plus fondamental, c'est ça ? On parle des piliers de l'Empire américain, ça devient presque existentiel. Oui, l'analyse change complètement d'échelle à ce moment-là. On quitte la querelle entre deux hommes pour entrer dans la mécanique profonde de la puissance américaine. Et quels sont ces piliers ? Alors, plusieurs concepts sont mis sur la table. Le premier, c'est ce que le général de Gaulle appelait déjà en 1965 le privilège exorbitant du dollar. Le privilège exorbitant. Le fait d'émettre la monnaie de réserve mondiale permet aux États-Unis de s'endetter à l'infini, ou presque, dans leur propre monnaie et à très très bas coût. Un privilège qui n'existe que parce que le reste du monde a confiance et accepte d'utiliser et de détenir des dollars. Précisément. Et ce privilège, il finance tout le reste. Notamment la puissance militaire. Notamment la puissance militaire américaine, le budget de la défense, qui est sans équivalent au monde et financé par cette capacité à émettre de la dette que les autres pays, la Chine, le Japon, l'Europe, sont prêts à acheter. Mais s'ils perdent confiance.
deux choses peuvent se passer. Soit ils exigent des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, ce qui ferait exploser la charge de la dette. Ce qui serait déjà une catastrophe. Soit, pire, ils arrêtent tout simplement d'acheter. Et là, le financement de l'État américain devient un problème majeur. Et avec une dette qui a déjà atteint des niveaux astronomiques, la dépendance envers ses créanciers étrangers est encore plus forte. C'est une vulnérabilité immense. C'est la clé de voûte. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. La puissance américaine, militaire et économique, repose sur cette confiance financière. Si vous enlevez cette clé de voûte, en l'occurrence la crédibilité et l'indépendance de la Fed, tout risque de s'effondrer. C'est pour ça que les textes parlent d'une menace existentielle. Voilà, pas juste une crise financière, une remise en cause du statut même des États-Unis comme superpuissance. Et la conclusion des sources est donc sans appel. Cette menace interne, auto-infligée, serait potentiellement bien plus grave que la compétition avec la Chine. C'est la grande leçon de cette histoire. La compétition avec un rival extérieur, c'est une chose, mais s'attaquer soi-même aux fondations qui ont assuré sa propre domination pendant 80 ans, c'en est une autre. C'est beaucoup, beaucoup plus dangereux. La plus grande menace pour Rome n'est pas toujours à l'extérieur de ses murs. Pour résumer, le parcours est assez vertigineux. On part d'un tweet provocateur en 2019 qui semble n'être qu'une énième sortie médiatique. Et on arrive quelques années plus tard à une confrontation ouverte qui utilise l'appareil judiciaire de l'État pour tenter de soumettre la Banque centrale. C'est ça. Le résultat, c'est une crise de confiance qui secoue les marchés, mais qui révèle surtout la fragilité de ce qui semblait être les fondations inébranlables de la puissance américaine. C'est un cas d'école. Ça montre comment une crise institutionnelle interne peut avoir les conséquences géopolitiques mondiales. La bataille pour le contrôle d'une institution perçue comme technique devient un enjeu de pouvoir global. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, je pense. Une question ouverte pour la suite. Je vous écoute. Toute cette analyse suggère que la plus grande menace pour la puissance américaine ne vient pas d'un missile ou d'une armée rivale, mais bien de l'érosion de la confiance dans ses propres institutions. D'accord. La question qui se pose alors est la suivante. Si ce pilier de confiance, incarné par un dollar géré de manière indépendante, venait vraiment à s'effondrer, qu'est-ce qui le remplacerait? Le système financier mondial a horreur du vide. Alors, quelles seraient les alternatives? Et surtout, qui serait prêt et capable de combler ce vide?